Hier, on a eu des crashs sans arrêt. Si vous faites un petit F5, si vous faites un petit F5, voilà. Euh, si vous faites un petit F5, ça va revenir. Voilà. Voilà. Normalement, c'est revenu. Voilà. J'attends que tout le monde se rende compte. Parfois, il faut faire un petit. Voilà. Je suis de retour, mais il faut faire un petit F5 parfois, hein, pour que ça revienne. C'est drôle. À la même heure, hier, on a eu le même souci. Le stream a crashé plusieurs fois. Voilà. Donc voilà, je crois que c'est réparé, c'est très étrange, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est la neige, est-ce que c'est la météo? Normalement, moi, j'ai la fibre, donc ça dépote. Est-ce que c'est mon épouse? Est-ce que c'est Hélène en télétravail qui travaille trop et qui me prend toute la bande passante? Je ne sais pas. Voilà. N'hésitez pas à faire un petit F5, en tout cas, on est revenu. Mais c'est drôle, c'était exactement à la même heure hier. C'est très étrange. Voilà. Vous êtes revenu, on peut continuer? Voilà. Alors, on continue avec les unes de la presse. On parlait des écoles qui fermaient. Certains me disaient dans le chat, bah oui, chez moi aussi, effectivement, des écoles ont fermé. Covid à l'école, la grande inquiétude. L'inquiétude grandit dans la communauté éducative face à la circulation des variants du coronavirus. C'est la une de la Dépêche du Midi. Là, on est à Toulouse et on se penchera justement sur la situation dans les écoles avec eh bien, un sondage auprès des profs, un sondage très intéressant qui est publié ce matin dans... Je crois que c'est dans Libération, on verra ça ensemble tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a encore? Juste, je vois la une de l'écho du Berry alors peut-être que vous n'êtes pas intéressé par cette fête, mais c'est dans quelques jours pour les plus distraits, dont je fais partie, c'est la Saint-Valentin. Voilà. Hein. C'est la Saint-Valentin, ce sera le 14 février, c'est comme l'année dernière d'ailleurs. C'est bizarre, c'est la même date que l'an dernier. Voilà. Donc voilà. Si vous venez de vous rendre compte que le 14 c'est la Saint-Valentin et que vous êtes concerné, qu'il y a amour dans l'air, ben rappelez-vous, c'est Samuel Etienne qui vous l'a rappelé. Oui, il faut un Valentin ou une Valentine pour fêter ça. Voilà. C'est pour FC Célibat, pas de pression du cadeau. Ah, ça, c'est cool. Économie même, je dirais. Voilà. Donc, pour ceux qui sont concernés, qui ont la chance d'avoir de l'amour un petit peu pas trop loin, eh ben, 14 février, c'est l'écho du Berry qui nous rappelle Saint-Valentin. Voilà. Puis après, on peut participer ou pas à cette fête. Hein. Quand on est amoureux, la Saint-Valentin, c'est tous les jours. Oh, la phrase de roman de gare que je viens de dire. Quand on est amoureux, la Saint-Valentin, c'est tous les jours. Devrait y avoir ça devrait être un délit de dire des trucs comme ça. Ouais, ça devrait être un délit de dire des trucs aussi sirupeux, quoi. Ah, mais berk, quoi, Samuel Etienne. Bon, une journée sous la neige, vous en avez un petit peu partout, en France, et logiquement, une de vos journaux, ici, c'est la une de l'Écho républicain. Qu'est-ce qu'on a encore? La une des Échos, ça c'est tout à l'heure. Hein, quand je vous ai dit qu'il y aurait beaucoup de neige, hop, froid et verglas s'installent. Froid et verglas s'installent. Là, on est dans l'Est, du côté de l'Aube. Hein, il y avait 25 départements ce matin en alerte orange. C'est ce qu'on expliquait sur France Info. Transports scolaires sont suspendus, donc il y a plein d'enfants qui ont été très très heureux ce matin et qui ont peut-être profité pour aller faire des bonhommes de neige. Attention au verglas aussi. La montée en puissance des variants, effectivement. Je vois c'est beaucoup dans le nord et dans l'est. Hein, ce matin que j'ai vu des unes de journaux s'inquiéter des mauvais chiffres. Voilà, manifestement, il y a des hausses de chiffres de contamination et d'hospitalisation assez importantes dans le nord et l'est. C'est ce que je mesure avec ces unes des journaux. Voilà. Il y a la région de Nice aussi qui est particulièrement touchée. On en parlait hier. C'est juste un petit sourire. Pour les habitudes du chat, on a découvert, depuis qu'on lisait les journaux ensemble, que du sanglier, il y en avait à la une sans arrêt. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 2 jours ou 3 jours sans avoir une sur les sangliers. Je ne sais pas, il y a une espèce de passion sanglier en France. Un coup, c'est les sangliers dans la ville. Un coup, c'est la chasse aux sangliers. Un jour, c'est je ne sais pas quoi. Et là, c'est sanglier, une guerre presque gagnée. Alors je ne savais pas qu'on était en guerre contre les sangliers. Voilà. Alors, on est peut-être... Alors, voilà, nos sangliers ont du talent. Oui, c'est peut-être le FC sanglier, voilà. Espèce invasive surtout. Mais voilà, une guerre presque gagnée, titre la Gazette de Nîmes. Je ne suis pas un grand spécialiste. On n'aura pas le temps de feuilleter ce sûrement passionnant dossier. Ce sera pour une autre fois. Bon, là, il y a une histoire de poule l'animal, hein, mais je ne vais pas vous la lire parce qu'on n'a pas le temps. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Bon, ça, c'est l'Humanité, je vous en parlerai tout à l'heure. C'est un journal national. Ça, c'est très local, très local. Je ne vais pas vous raconter toute la vie des villages. Sinon, on est ensemble jusqu'à 18h. Ouais. Bon, le froid, il est partout. Il est en Haute-Marne. Alerte au froid. Oh, ils ont des appareils, dis donc. Ouf. Ils ont des sacrées machines. Dans la Haute-Marne. Oh. Mais c'est quoi? Mais c'est quoi? Mais
Mais il y a un lobby. Alors, il y a un lobby des. C'est quoi? C'est un lobby sanglier ou c'est un lobby chasseur? Bien, il y en a partout. Ah, alors, j'ai vu pas mal de une ces derniers temps qui s'alarmaient du fait que, bon, c'est vrai qu'il y a peut-être plus de sangliers en ce moment, peut-être parce qu'on chasse moins, je sais pas, voilà. Et donc, du coup, il paraît qu'ils s'approchent des villes, certains font des promenades en ville. Alors, il y a un journal qui nous disait à l'instant qu'on était en passe de gagner la guerre contre le sanglier. Bon, ben, manifestement pas, puisque voilà qu'au sable, donc les sables d'Olonne, je dirais, on est en Vendée. Hop, les sables d'Olonne, c'est en Vendée ou pas? Allez, on va voir, paf. Je pense que le temps que je cherche, vous allez me le confirmer. Les sables, c'est en Vendée, c'est ça? Sable d'Olonne. C'est où les sables d'Olonne exactement? On va voir. Toc. La magie. Moi, je dis la magie d'Internet parce qu'un vieux machin comme moi qui l'a pas connu, hein, tout ça, ben, c'est quand même fait. Ok, d'accord. Ok. Donc on voit là. En dessous de Nantes, quoi. Entre Nantes et La Rochelle, d'accord. Ok. Ok, d'accord. Et, et donc et c'est la Vendée. Ok, confirmation, très bien. Bon, paf. Donc on retourne à nos moutons, enfin plutôt le sanglier, excellente transition. Et donc là, on voit que c'est inquiétant parce que maintenant, ils se baignent, ils prennent des bains de mer. Et ouais. Donc à un moment, on a parlé, vous savez, il y a des gens qui aiment bien les complots, les théories complotistes, les trucs qui font peur. Ah, je crois que j'ai une musique pour les théories complotistes. Elle est où ma musique pour les théories complotistes? Je crois qu'elle est par là. Voilà, c'est ça. Ça c'est hein, hop. Elle est pas bien là ma musique des complots. Voilà. Bon bah là, là on y est là, hein. Tout le monde connaît le complot international des chats pour prendre le pouvoir, hein, dans le monde. Et là, c'est clairement un complot des sangliers, quoi. Voilà. Je peux pas me l'expliquer autrement parce qu'ils sont partout. En tout cas, ils se baignent. C'est la preuve. Je l'ai vu dans le journal. Je l'ai vu en une des Sables. Voilà, un journal dont je découvre aussi l'existence ce matin. Qu'est-ce qu'on a? Je raconte pas que des bêtises, hein. Parfois, je montre des unes sérieuses aussi. Hop, comment sont déneigées nos routes? Se demande Libération Champagne. Eh ben, à mon avis, avec la machine qu'on voit là. Hop, Libération Champagne. J'adore. C'est le journal qui veut pas. Les gens verre à moitié plein, verre à moitié vide. Le Maine libre. On est du côté du Mans. Un jour de bonheur et de galère, la neige. Bah ouais, alors les enfants sont super contents, mais déplacement périlleux. Donc un jour de bonheur et de galère. Le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Qu'est-ce qu'on a encore? Oh, ça c'est mignon. Vous connaissez cette dame ou pas? C'est son anniversaire. C'est son anniversaire. Donc on fête un joyeux anniversaire à Sœur André. C'est la dame là. Elle a 117 ans. Ouais, 117 ans. C'est son anniversaire aujourd'hui. C'est la doyenne de France. C'est la vice-doyenne de l'humanité. 117 ans. 117 ans. Non, c'est pas joueur du grenier. Oh, vous êtes méchant. C'est un streamer, joueur du grenier. Il a pas du tout. Je crois qu'il a beaucoup moins. Je crois qu'il a 116 ou 115. C'est pas sympa du tout. C'est la une du Midi Libre. On est dans la région de Montpellier parce qu'elle est du Gard. 117 ans. Et elle a chopé le Covid, quoi. Et elle a triomphé du Covid. Voilà. Elle est étonnante. Nous, on l'a entendu ce matin sur France Info. Il y avait un petit reportage pour son anniversaire. On l'entend. Mais comme on dit, hein, pardon pour l'expression, mais elle a toute sa tête. Elle est étonnante de vivacité. Elle est en forme comme vous et moi, en tout cas comme vous. Moi, je ne sais pas si je suis aussi en forme qu'elle, mais voilà, elle est en pleine forme. Elle a vaincu le Covid. Elle est étonnante. Et puis, comme souvent, alors quand on demande aux centenaires, mais comment? Quel est votre secret? Putain, les pauvres, quoi. Les pauvres, ils ont droit à chaque anniversaire, hein, quand ils passent un certain âge, c'est le gâteau, tu as tous les pads autour, le directeur qui est là, hyper gentil ce jour-là, alors, comme les autres jours, hein, bien sûr. Et puis le journaliste qui arrive, le journaliste de la presse régionale qui dit, mais alors, quel est votre secret, Sœur André? Quel est votre secret? Voilà. Et souvent, ils répondent, surtout les dames, parce que c'est les dames qui vieillissent plus que les messieurs, parce qu'elles ont des vies, elles prennent moins de risques inconsidérés, hein, c'est une des raisons statistiques pour lesquelles. Il y a toujours un moment où elle dit, voilà, Milo Etsev. Désolé, je t'ai déjà vu dans le chat, j'arrive pas à prononcer ton pseudo, qui me dit l'alcool, bien sûr. Oui, il y a toujours un moment où c'est la petite dame qu'on interroge, qui a passé son nom, dit, je bois un verre de vin rouge.
Tous les jours. Voilà, donc un petit peu tous les jours, mais sans excès. À chaque fois, on nous la resserre. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. On l'a dit un tout petit verre tous les jours. Hein, pour. Oh, merci. Merci, Cousu, pour ce petit message. À l'instant. Ma grand-mère est décédée mardi dernier. Et hop, j'ai perdu le message. Elle t'adore et je te remercie pour le bonheur que tu as pu lui apporter. Alors je pense que c'était une téléspectatrice de Questions pour un champion. Voilà. Et si, si c'est le cas, un grand coucou à ta grand-mère qui nous regarde peut-être en ce moment même de là où elle est. Voilà. Je participe à. Voilà, je m'associe à ta peine. Merci pour ton message en tout cas. Voilà. Et on peut peut-être faire un petit coucou, rendre un petit hommage à la grand-mère de notre ami qui était avec nous là. Ce que vous faites en ce moment. Merci à vous. Voilà. Et donc félicitations quand même à cette dame, hein, qui est en pleine forme, qui est étonnante. Hein. On tournait ce matin sur France Info, qui est à la une du Midi Libre. C'est Sœur André. 117 ans, elle a vaincu le Covid. Ça, c'est une belle une. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah, décidément, on s'inquiète dans les écoles. Hein. Alerte sur les écoles. Là, je vous parlais de la région de Nice, qui est une des régions en France où la crise sanitaire est la plus forte. Eh ben, les écoles ne sont pas épargnées. On le constate avec cette une de Nice matin, la détresse des profs qui lancent un SOS et des fermetures de classes en augmentation. C'est compliqué, hein, dans la belle région de Nice en ce moment. Quand je vous disais effectivement qu'on avait beaucoup de une du côté du nord, de l'est, sur des situations tendues, sur des chiffres qui augmentent plus qu'ailleurs. Regardez, on prend Nord-Éclair dans la région de Lille. Regain de l'épidémie à l'hôpital, plus de malades, plus d'admissions en réanimation. L'épidémie de Covid-19 ne connaît pas une évolution favorable ces dernières semaines. Donc c'est tendu dans le nord-est notamment en ce moment. Je continue avec la une de la presse en région. Ouais, d'accord, oui. De la neige, je ne vais pas vous montrer toutes les unes sur la neige. Voilà, Ouest France, le grand journal de la Bretagne, s'intéresse au traitement aussi, puisqu'il y a les vaccins contre le Covid-19, mais peut-être que la solution va aussi venir des traitements. Donc récemment, on a lu ensemble un article qui disait que dans le monde entier, il y avait, est-ce que c'était 1500 expériences sur non pas des vaccins, mais sur des traitements du Covid-19. L'espoir, il peut aussi venir d'ici. Alors, ouais, c'est quoi ça? Ah oui, d'accord, c'est des candidats de Top Chef et de L'amour dans le pré qui viennent des Côtes d'Armor. Alors du coup, ils ont les honneurs de la presse, comme on dit, c'est mignon. Le petit bleu des Côtes d'Armor, Top Chef, L'amour est dans le pré, Pierre et Valentin, stars de la télé. Eh ben bravo à tous les deux. Voilà. Et comme ça, on a fait un petit détour par le joli département des Côtes d'Armor. Ok. Ouais. Ah, elle est bien, elle est intéressante cette une du Populaire du Centre. Difficile à supporter. Qu'est-ce qui est difficile à supporter? C'est jeu de mots du Populaire du Centre. C'est la situation des supporters des clubs de sport, notamment de football, privés de matchs, privés de tribunes, hein, en raison des huis clos en ce moment. Alors là, c'est difficile à supporter. Qu'écrit le Populaire du Centre? On va lire l'article en bas. Privés de salles et de stade, en raison du huis clos imposé par la crise sanitaire, les supporters en Limousin, mais comme dans une bonne partie du monde, vivent désormais leur passion à distance. On voit un papa et son fils manifestement devant un match je vois pas bien, de hand. Je cherchais le panier, donc il n'y avait pas de panier. J'ai vu un début, ok, c'est le hand. Si les retransmissions télé, bah ouais, permettent à certains fans d'atténuer un petit peu pour le plus grand bonheur de leurs épouses. Me dit Nanonine, c'est mignon. C'est pas faux peut-être. Si les retransmissions télévisées permettent à certains fans d'atténuer le manque, d'autres éprouvent plus de mal à vivre une situation difficile qui a bousculé leur quotidien. Alors pour le grand bonheur de leur épouse ou pas, hein, parce que peut-être que le supporter privé de match, il devient ronchon, il tourne en rond. Il devient un petit peu irritable et finalement il est de moins bonne humeur. Alors que s'il a son match, hein, s'il va avec les copains un petit peu changer les idées, peut-être qu'il est plus cool, je sais pas. Hein, donc voilà, comment on est parti sur les relations de couple après cette une, je sais pas. Difficile à supporter, donc petite pensée pour les supporters dont vous êtes peut-être d'ailleurs. T'es un malade Bernard, t'es un malade. Ça c'est une rêve, c'est un film je pense, mais je l'ai perdu. C'est quoi t'es un malade Bernard, t'es un malade? C'est quoi ça? Je vais voir. C'est un film ça. T'es un malade Bernard, t'es un malade. T'es un malade Bernard, tout le monde me le met. T'es un malade Bernard. Je l'ai plus. C'est quoi?
C'est quoi? C'est quoi ce truc? C'est sur YouTube. C'est quoi? C'est pas un film. Mais c'est quoi? C'est des bronzés? Non. Ah non, c'est une émission. Ah ouais, ça peut pas se diffuser ça. Si? Ça peut se diffuser ou pas ça? C'est pas. Je vais pas me faire. Comment on dit je l'ai trouvé l'extrait. C'est passé à la télé. Je diffuse pas? Ça passe? Ah, c'est chaud, on me dit que c'est chaud, hein. Ouais, le jour où tout a basculé. Ouais, c'est ça, ouais. C'est la télé-réalité. Vous savez quoi? Je vais le regarder de mon côté. Et je vais voir si c'est diffusable ce truc. Hmm. Parce que il y en a plein qu'on la ref. Pour ça, je connaissais pas. T'es un malade, Bernard. Alors, voyons. Bougez pas, hein. Et si c'est diffusable, on le regarde. Je mets pas trop fort. Je coupe mon micro même. C'est chaud, hein. Ah, mais ça va, en fait, c'est soft. Techniquement, pas de problème, mais t'as pas le droit. Pourquoi? Pourquoi? Ça va, c'est pour ceux qui n'ont pas la ref. Voilà. Si, non, il y en a qui sont pas chauds pour qu'on regarde ça. Hein, allez, c'est 5 secondes, allez. Je connais pas, moi. C'est la culture, c'est la connaissance. C'est la culture, c'est la connaissance. Alors. Ah. Qu'est-ce qu'il dit ce monsieur? Mais moi je veux faire l'amour! Voilà, ça va. Je veux faire l'amour! T'es un malade, Bernard. Un malade. Bon, bah voilà, bah, c'est un monsieur qui a. Voilà. Bah, voilà. Mais ça va, ça va. Oh, j'ai cru un truc de. T'es un malade, Bernard. Bah, ça va, c'est drôle. Bon, bah, c'est un monsieur qui a manifestement qui a un petit trouble à ce niveau-là, qui a des envies très pressantes. Mais alors, la réponse de son épouse, sa compagne, elle est top. Hein. T'es un malade, Bernard. Ah, bah oui, mon mari est accro au jeu et au sexe. Bah, voilà. Donc, ok. C'est un acteur, c'est des conneries. Je sais pas. Bon, écoutez, j'avais pas la ref, maintenant je l'ai. Me voilà un peu plus savant. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Hmm, hmm. Ouais, d'accord. Ouais. Quelle galère. Ah! Hein, puisqu'il y en a qui veulent. Tout à l'heure, il y a des gens qui trouvaient que j'étais un peu trop optimiste. Donc, j'essaie de trouver des mauvaises nouvelles, mais j'en ai, regardé. Vaccination en Provence, quelle galère, c'est la une de la Provence, on est à Marseille. Hein, il y a des régions où on ne peut pas se faire vacciner, on parle notamment des seniors. Hein. Le gouvernement nous a promis que tous ceux qui voulaient se faire vacciner le pourraient. Il y a une date, hein, à la fin de l'été, tous les Français qui voudront se faire vacciner pourront se faire vacciner, c'est le président Macron qui l'a dit. En attendant, c'est pas ça encore, même s'il y a une montée en puissance. Là, on est dans la région de Marseille. Dans notre région, écrit la Provence ce matin, peut-être que vous êtes dans la région. Non, l'été 2021, pas l'été 2022. Dans notre région, seulement 13% des plus de 75 ans ont reçu une première dose. Voilà, 13% des plus de 75 ans. Moi, je parle beaucoup avec des journalistes de ces questions. Ah, mais je ne vous ai pas montré la une, autant pour moi. Dites-moi quand j'oublie. Hein. Hop, la scène, merci. Voilà la une de la Provence, pardon. 13% seulement. Moi, j'en parle beaucoup et je vois qu'il y a de grosses différences selon les régions. J'ai l'impression qu'à Paris, par exemple, ben, les gens arrivent à se faire vacciner assez facilement. Moi, j'ai des gens autour de moi, des seniors qui ont réussi, qui ont des rendez-vous. Et puis, mon papa, il est en Bretagne, il n'y arrive pas. Il veut se faire vacciner, il n'y arrive pas. Et en Provence, 13% seulement des plus de 75 ans ont reçu une première dose. On ne parle même pas de la deuxième. Voilà. Donc c'est un petit peu dommage. Ça, c'est la Provence. Enfin, c'est plus que dommage. Même. Les fermetures d'écoles, d'établissements scolaires se multiplient. C'est la une du Républicain Lorrain. Voilà, même si les vacances arrivent, ce qui pourrait faire du bien. Il fait froid, il fait très très froid. Jusqu'à moins 10 degrés dans le Pithiverais, un froid glacial dans le Loiret, c'est la une de la République du Centre. Voilà. Je découvre avec... Ah, ça c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des adeptes du vélo? Est-ce qu'il y a des cyclistes? Est-ce qu'il y a des adeptes de la Vélorussion? Je vous laisse, j'ai meeting. Bonne journée à tous. Merci, Mister Oops. Bonne journée à toi. Voilà, puis si tu pourras voir la suite, et notamment la une de l'Express sur... Comment il s'appelle déjà? Éric Zemmour. Tu pourras le revoir en replay. À propos de replay, avant de parler de vélo et de Sud-Ouest, vous savez que à partir d'aujourd'hui, il y a du nouveau. Suspense. Ma musique du suspense. Où es-tu, petite musique du suspense? Oh, j'ai les doigts gourds aujourd'hui. C'est à cause du froid.
Musique du suspense. Ne bougez pas. Oh là là, je suis pas efficace. Quelqu'un disait tout à l'heure, tu pourrais être DJ. Ouais, vachement. Il y a du nouveau. Il y a du nouveau. Beaucoup d'entre vous, depuis les 2 mois qu'on a commencé ce petit rendez-vous, m'ont dit: Ah, mais Samuel, je peux pas toujours regarder Twitch. J'ai pas toujours un écran sur moi. Est-ce que tu peux mettre ta revue de presse en podcast, en audio? Eh ben, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ouais. Ça commence. Ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui, c'est-à-dire que cette matinée Étienne, ce stream, il sera là tout à l'heure en début d'après-midi, enfin le temps que je fasse, voilà, on va terminer à midi, je pense à partir de 13h, il sera en podcast. Alors ça commence par Spotify, parce que ce sont les gens de Spotify qui m'ont consulté en premier, voilà, donc ils m'ont un petit peu tout expliqué, voilà, donc regardez les amis, je vais vous mettre le lien, et il y a déjà, j'ai chargé 3 streams, alors pas celui d'hier, parce que celui d'hier il était haché par les coupures, on a été vraiment très handicapé, donc je ne l'ai pas mis celui d'hier, mais les 3 précédentes, elles y sont déjà. Voilà, je vais vous mettre dans le chat le lien, donc c'est sur Spotify, mais si vous tapez la matinée Étienne sur Spotify, vous trouvez très bien, voilà. Et puis je vais voir après il y a des gens qui me parlent de 10 heures, tout ça, on va voir. Toc, hop, vous voyez le lien que je viens de mettre là? Tac, tac, je le mets plusieurs fois. Et ce lien-là, normalement, vous arrivez sur ma page Spotify. On a lancé ça un petit peu discrètement, voilà, hier. Et voilà. Et puis, on va voir pour 10 heures, effectivement. Voilà, là, je vous ai mis le lien. Et puis, par exemple, le stream de ce matin, on l'aura en début d'après-midi. On continue avec, donc pour les adeptes du vélo, regardez cette une de Sud-Ouest sur les chutes à vélo fléau à Bordeaux. Alors, il ne s'agit pas de verglas, il ne s'agit pas de la neige, pas du tout. En fait, c'est le constat de Sud-Ouest, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui font de vélo, bien sûr. Mais, vous êtes déjà allé voir? Faut pas taper Samuel sur Spotify, il faut taper plutôt la matinée Étienne. Parce que effectivement, quand tu tapes Samuel Étienne, tu tombes sur une dame qui chante des comptines pour enfants. C'est très bizarre. Voilà. Mais vous pourrez aller voir. Et donc, c'est le constat, c'est qu'il y a de plus en plus de cyclistes et il y a de plus en plus d'accidents. Voilà. Notamment à Bordeaux. Les chutes à Bordeaux se multiplient. Ces accidents sont souvent dus à une voirie inadaptée. Donc, la Vélorussion, c'est bien, mais il faudrait peut-être que les infrastructures suivent, et ça n'est pas tout. Aussi, il y a des comportements dangereux. Alors, comportements dangereux, est-ce que Sud-Ouest, là, vise spécifiquement les comportements des cyclistes, ou aussi les comportements des autres usagers, voilà, piétons, voitures et autres. En tout cas, attention, voilà, manifestement. La progression de l'utilisation du vélo en France va de pair avec une augmentation des accidents, ce qui est un petit peu dommage. Oui, les deux, je pense aussi, tu as raison. Allez, on continue, la vague de froid se confirme. Alors, oui, il fait froid, mais il fait froid. En Bretagne, on n'est pas habitué à ça. Hein. En Bretagne, on n'est pas du tout habitué à ce froid et à cette neige. Regardez-moi cette photo. C'est l'Est, ça. C'est le Nord-Est, ça. C'est la Franche-Comté, ça. C'est pas la Bretagne. Si, c'est la Bretagne. Le télégramme, la vague de froid se confirme. Et ça n'est pas terminé. Ça, c'est le télégramme qui nous l'apprend ce matin. Jusqu'à samedi, la Bretagne va connaître des températures glaciales avec des risques de verglas le matin. De nouvelles chutes de neige sont également annoncées en faible quantité. Là, aujourd'hui, ce jeudi, dans le Nord Finistère et dans les Côtes-d'Armor. 12 cm de chez moi. Dans les Côtes-d'Armor, c'est ça? C'est là à côté de Saint-Malo. Donc Saint-Malo, c'est limite. Ça peut être en Ille-et-Vilaine. Puisque Saint-Malo, de mémoire, c'est en Ille-et-Vilaine. Mais on n'est pas très loin des Côtes-d'Armor. Également beaucoup de neige à Lorient. À Vannes, il neige à fond. Je lis le chat. 0,0001 cm de neige à Rennes. C'est énorme pour Rennes, déjà. Voilà, pour la une du télégramme. Décidément, on nous parle beaucoup de centenaires ce matin. Alors, je passe par l'Union du côté de Reims pour dire que les cas de variants explosent dans la région. Voilà. Et décidément, on nous parle beaucoup de centenaires, puisque on a un numéro spécial, enfin un dossier dans Var Matin. Terre de centenaires. Tiens, le Var. Le Var compte 505 personnes de plus d'un siècle. Alors, pourquoi on vit mieux dans le Var, plus vieux? Est-ce parce que l'hygiène de vie ou le climat y est pour quelque chose, ou parce qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui vont passer leur vieux jour au soleil aussi, peut-être, hein. Le soleil, voilà. Le soleil, voilà. L'huile d'olive, ouais. L'huile et l'aïoli, ouais.
Ça n'a rien à var, voyons. Zbluit, j'adore. Ça n'a rien à var. Le var, nouvelle zone bleue. Le soleil, la bonne humeur, bah oui, bien sûr, ouais. Le régime méditerranéen, ah ouais, c'est peut-être un petit mélange de tout ça. C'est plutôt une migration, je pense, me dit Flanteur, ok. Débat dans le chat. En tout cas, terre de centenaire, hein, var matin. Allez, on continue et on finit bientôt la presse en région, puis on va attaquer la presse nationale. On va se faire un petit café aussi. Bon, ouais, d'accord. Oh bon, ouais, ok. Du froid, il y en a plein. Hop, ici, vague de froid sur le bocage. On est où là? Quelle région? Vire. C'est en Normandie ça? Vire. Non? Vire. Tac. Vire. Calvados? Ah, pour ça, je suis pas trop mauvais ce matin sur la géographie. Donc, dans le bocage normand, les petites stations résistent. Ça, c'est la crise que traversent les stations de ski. Mais les petites résistent, notamment celles qui ont du ski de fond. Hein, oui, andouille de Vire, bien sûr, je connais. C'est délicieux. Les petites stations résistent parce que celles notamment qui ont un joli domaine de ski de fond qui peuvent se passer donc des remontées mécaniques et bien tirent un petit peu leur épingle du jeu, notamment du côté des Vosges. C'est une bonne nouvelle pour elles. Il y a un vent de fraîcheur qui souffle sur Lyon. J'adore, ouais, c'est marrant ça. Hein, c'est le côté un petit peu verre à moitié plein, verre à moitié vide. Il y a des journaux voilà, qui nous trouvent un joli titre un peu positif sur les intempéries. Vent de fraîcheur hein, qui souffle sur Lyon. Ça donne presque envie de se mettre en maillot de bain et de se rouler dans la neige, alors que certains pourraient plutôt attirer notre attention sur le fait que c'est compliqué la vie avec la neige. Et puis une dernière, ça on le sait, mais ça fait du bien de le rappeler, hein, les jeunes qui ne sont pas forcément les plus touchés par le virus sont en revanche les plus impactés dans leur vie quotidienne à un âge où ils ont besoin d'échanges, de rencontres pour leur construction intellectuelle, où ils ont besoin d'étudier dans des bonnes conditions, où ils ont besoin de trouver des stages, où ils ont parfois besoin de trouver un premier emploi. Et comme le dit la Voix du Nord ce matin, avoir 20 ans au temps du Covid, eh bien, c'est chaud. Enfin, c'est moi qui me rajoute, mais je pense que je ne trahis pas trop la Voix du Nord en le disant. On est sur un beau rythme, 11h, on vient de passer la presse en région. Et maintenant, on va attaquer la presse nationale. Mais avant la presse nationale, pour nous relancer un petit peu d'énergie, café. Et où musique du café? Et là. Bonne boisson à tous. Je ne sais pas si je préfère la musique du café ou le café. Peut-être le café quand même. J'aime bien cette petite musique là. Voilà. Je voyais quelqu'un qui avait trouvé un stage là, félicitations, mais qui me disait que c'était dur à trouver. Et puis quelqu'un qui me disait je m'en vais, je vais nourrir mon chat, mais je reviens. Pas de souci. On t'attend. Bon appétit à monsieur ou à madame le chat. Un petit peu de sport. Est-ce qu'il y a une musique pour la pause WC? Alors il n'y a pas de musique pour la pause WC. On me pose la question coloriant. Coyo-Lorient, pardon. Joli jeu de mots avec Lorient. Coyo-Lorient. Non, il n'y a pas de musique pour la pause WC parce qu'il n'y a pas de pause WC, puisque Samuel Etienne, comme les princesses, ne va jamais aux toilettes. Et vous devriez le savoir. Allez, on y va. Bravo! Bravo les Français! Bravo les Français! C'est le Parisien, c'est une jolie une, regardez. Pourquoi le Parisien dit bravo les Français? On attaque la presse nationale. Je lis, l'immense majorité d'entre nous fait preuve de civisme et de solidarité pour freiner l'épidémie. Attitude respectueuse des mesures sanitaires qui a permis pour l'instant d'éviter un nouveau confinement. Il n'y a pas que le gouvernement qui prend des décisions. Les Français, par leur civisme, estiment en tout cas le Parisien, eh bien, joue un rôle important. Jean-Michel Salvatore, dans son édito, parle d'une... Non, je ne porte pas de couche. C'est juste que je ne vais pas aux toilettes. Je suis comme les princesses. Voilà. N'oubliez pas que je suis chevalier. Hein, je suis chevalier par ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, et j'ai aussi un petit côté princesse. Voilà. Une voix qui nous distingue, dit Jean-Michel Salvatore. Et si nous regardions le verre à moitié plein? Ah bah, je ne cesse de le dire. Car dans la gestion de la crise du Covid, les Français ont fait la démonstration de leur résilience tout d'abord, cette capacité à surmonter les chocs. Tout le monde y a pris sa part. Citoyens, soignants, professionnels, élus nationaux, locaux. Il y a une voix française qui nous distingue. Nos écoles sont celles qui sont restées les plus ouvertes dans le monde.
Grâce à la détermination et au courage des parents et des enseignants, et moi je salue les étudiants, les enseignants, oh là là, ce lapsus, nous avons été parmi les plus respectueux des gestes barrières pendant les fêtes de fin d'année, ce qui nous a permis de retarder ou peut-être d'éviter un reconfinement. Nous avons été parmi les plus respectueux des gestes barrières. Là on prend par rapport à nos voisins européens. Eh ben ouais, hein, on peut se féliciter de temps en temps. Hein, on aime bien les Français s'auto-flageller, dire ah là, rien ne va dans notre pays et tout. De temps en temps, on peut se dire qu'on rate pas tout aussi, qu'on réussit des trucs. En tout cas, c'est le Parisien qui le dit. La chute de l'activité économique, d'abord très marquée, est moins sévère grâce au couvre-feu. À l'hôpital, la mobilisation des soignants a permis d'éviter à la France de connaître des bilans encore plus dramatiques, comme ceux des États-Unis ou de la Grande-Bretagne. Il ne s'agit pas là, écrit le Parisien ce matin, d'une vision de bisounours, mais d'un constat lucide. Un constat lucide qui n'occulte en rien les insuffisances constatées par ailleurs, les errements, c'est moi qui le rajoute, sur les masques, sur les tests, vous le savez tout ça. Mais, l'histoire nous a montré que ce sont les grandes occasions qui font les grands peuples. Voilà pourquoi nous disons bravo les Français. Bon, bah voilà, de temps en temps on peut se féliciter, manifestement, c'est l'avis du Parisien en tout cas, on n'a pas tout raté, il y a peut-être un civisme en France par rapport aux gestes barrières, aux mesures sanitaires respectées, voilà. Allez, espérons, croyons un petit peu dans le génie français. On ne fait peut-être pas tout mal, c'est le message que veut faire passer en tout cas le Parisien. Mon fils s'appellera Étienne, c'est trop mignon, c'est trop gentil. Vous êtes trop chou. Ça me fume le chat qui n'arrive pas à assimiler que la France aurait fait un truc bien. Bah ouais, je suis d'accord. Avec Dwin Houb. Vous avez des... Mais où est-ce que vous trouvez vos pseudos? Oui, attends, moi non plus, je suis pas un bisounours. Mais je me dis parfois, on rate pas tout quand même. Voilà. Le civisme en France, ouais. Je sais pas. Oui, on peut s'interroger. Mais et pourquoi pas? Peut-être que c'est pas plus mal. C'est pas mieux ailleurs, je ne sais pas. Allez, beaucoup de une sur les vaccins. Alors d'abord, cette une des Échos est intéressante parce que moi j'ai un pseudo, hein, bien sûr. Mon pseudo, c'est Samuel Etienne sur Twitch. Très original. J'en avais un autre pseudo que le monde du streaming m'avait donné à l'occasion du The Event. Mais je ne me voyais pas l'afficher, ce pseudo, parce que, voilà, je le vois dans le chat. Parce qu'au niveau de France Télévisions, je crois qu'ils ne sauraient pas apprécier. Donc, l'Europe veut monter en puissance et l'Europe s'excuse d'abord. Intéressant dossier des Échos. La Commission européenne fait son mea culpa et s'organise pour hâter la production. Pour hâter la production de vaccins, bien sûr. Comment ça, elle s'excuse? Bah ouais, parce qu'on ne peut pas dire qu'ils ont été au top. L'Union européenne, là on parle de la Commission européenne, de l'exécutif européen, bien sûr. Vous allez page... Ah, ils mettent pas le numéro des pages des Échos? Page 12? Non, c'est pas la page 12 ça. 3, 4, 5, 6, page 6. Cet article, Ursula von der Leyen, c'est une dame allemande, c'est la présidente de la Commission européenne. Ursula von der Leyen s'est employée à convaincre que l'Union faisait tout ce qui était possible pour accélérer la production de masse de doses de vaccins, il serait temps, et tenir l'objectif de vacciner 70% des adultes ici à la fin de l'été. C'est l'objectif dans l'Union européenne. Nous avons été en retard, reconnaît Madame von der Leyen. Pour l'approbation des vaccins, nous avons été trop optimistes pour la production de masse. Et nous avons peut-être aussi eu trop de certitude sur le fait que les commandes seraient effectivement livrées dans les temps. Sur la production, sur la livraison des vaccins, on va le dire autrement, l'Europe se l'est mis un petit peu jusqu'au coude, hein, ils sont un petit peu trompés. Elle le reconnaît qu'on aurait pu faire mieux, donc elle dit on va faire mieux. On va faire mieux avec quoi? Avec par exemple la mise en place d'une task force, mise en place sous l'autorité du commissaire Thierry Breton, qu'on connaît bien en France, dont la mission sera de repérer les goulets d'étranglement pour les supprimer. Malgré les regrets exprimés par Ursula von der Leyen, elle a néanmoins continué, et ça c'est intéressant. Mais non, faut pas mettre mon pseudo en ban word. Mais non, c'est drôle, c'est pas parce que je l'utilise. Mais non, laissez-les faire les jeunes. C'est pas parce que j'utilise pas moi que c'est pas drôle. On s'en fiche. Donc, elle reconnaît des erreurs, mais elle dit aussi qu'on a une bonne politique générale. Je m'explique. Ursula von der Leyen, néanmoins, continue de défendre la gestion en commun des commandes de vaccins. Gestion en commun. On rappelle que les commandes de vaccins au niveau européen, c'est une commande globale. Pourquoi? Et pour qu'il n'y ait pas de compétition entre les États membres. Qu'on avait vu
notamment sur les masques. Vous vous rappelez, hein, les masques arrivaient de Chine, et puis sur le tarmac, vous aviez des gens avec des gros carnets de chèques et qui les achetaient plus cher. Il y avait une compétition entre pays, même dans les pays. C'était pour éviter ça. C'est peut-être pas mal vu. Elle a donc défendu la gestion en commun des commandes de vaccins qui a évité, selon elle, une situation injuste dans laquelle quelques grands pays, Allemagne, France, auraient pu profiter de leur puissance pour s'octroyer des doses disponibles. Donc, on a évité cette compétition intra-européenne et c'est plutôt une bonne chose. En tout cas, c'est ce que Madame von der Leyen nous explique. L'autre sujet fréquemment levé par les élus du Parlement et des critiques, souvent de gauche, explique les Échos, c'est la levée des droits de propriété intellectuelle sur les vaccins pour permettre de les produire beaucoup plus massivement. Il y a pas mal d'élus de gauche qui ont interpellé la Commission européenne à ce propos. Par exemple, Manon Aubry, qui est la députée La France Insoumise, l'eurodéputée, hein, La France Insoumise, Manon Aubry, qui déclare notamment ces vaccins ont pu être développés grâce à des milliards d'argent public, mais les brevets restent la propriété exclusive des Big Pharma. Big Pharma, je pense que vous connaissez le concept, qui n'est pas un concept très positif. Donc ça, c'est Manon Aubry qui le dit, alors que la levée des brevets sur les vaccins est une possibilité offerte par les règles de l'OMC. Le sujet n'a pas du tout été évoqué par la présidente de la Commission. C'est l'Humanité qui parle beaucoup de ça ce matin, d'ailleurs on va en prendre. De cette possibilité de prendre les droits sur les vaccins, de les faire tomber dans le domaine public, puisque pour que tout le monde puisse les produire. Qu'est-ce que ça vaut, cette théorie? Lisons l'humain ensemble. Voilà. Pourquoi il faut briser le monopole des brevets? Donc l'Humanité a le mérite d'être claire. Pénurie de vaccins, les instruments existent pour déverrouiller la production de doses de sérum anti-Covid, mais les États et l'Union européenne rechignent à les activer. De quoi s'agit-il? On va lire ensemble l'éditorial. Signé ce matin Laurent Mouloud dans l'Huma. Ils sont un peu fâchés, hein. Je vous lis cet édito. Les mots ont-ils un sens en Macronie? En mars dernier, face à la catastrophe mondiale, la première loi d'urgence sanitaire en France autorisait à prendre toute mesure permettant la mise à disposition des médicaments propres à éradiquer la pandémie. Alors que chacun reconnaît que seule une campagne de vaccination massive nous sortira du cercle infernal des contaminations, c'est pas faux, le gouvernement et l'Union européenne, au nom de funestes dogmes libéraux, restent sourds aux mesures justement qui permettraient de démultiplier la production des précieux sérums et de garantir leur accès universel. À l'heure actuelle, les labos privés, l'œil rivé sur leurs profits, continuent de faire la pluie et le beau temps. Ils dictent le tempo de la production, faisant surtout la démonstration, à l'image d'AstraZeneca, de leur incapacité à fournir les précieuses doses. Une situation de pénurie scandaleuse qui creuse les inégalités et à laquelle l'attentisme des dirigeants français et européens confine à la complicité, quand je vous disais que l'humanité était en colère. Car des solutions existent pour s'extraire de cette dépendance aux géants pharmaceutiques et permettre aux États de reprendre la main. L'une d'elles s'appelle la licence d'office. Cet outil juridique autorise à racheter le brevet à son titulaire et permet aux laboratoires concurrents d'exploiter ce savoir-faire à leur guise. Il y a une solution très très simple, c'est ça, c'est de faire tomber finalement les droits des vaccins dans le domaine public, dans le privé, c'est les laboratoires, hein, ces entreprises privées, et de permettre à tout à chacun, enfin en tout cas aux autres labos, de produire. Alors, moi, ce matin, j'en parlais avec ma rédaction, et puis je disais, mais ils ont raison, l'humain, quand même, c'est juste ça. Et puis, quelqu'un m'a fait cette remarque, un argument auquel je n'avais pas pensé, puis qui n'est pas dans l'humanité, qui disait, oui, mais c'est un fusil à un coup. Je dis, comment ça, c'est un fusil à un coup? Cette personne dans mon équipe m'a dit, oui, si... c'est Arnaud Plongé qui me résume ça, exactement. C'est exactement ce que dit Arnaud Plongé. Impossible de faire ça, sinon à la prochaine pandémie, ils feront pas la recherche. C'est un fusil à un coup. Si on prend tous les droits des vaccins des labos, voilà, c'est dit aussi par The Mr. Laurentus, le problème c'est qu'ils vont plus faire de recherche, ils vont plus en trouver de nouveaux. Si vous prenez les droits des vaccins à ces labos privés qui ont quand même investi un minimum, hein, c'est des boîtes privées, leurs droits, qui vous dit que demain, lors d'une prochaine pandémie, avec un nouveau virus ou avec un virus proche de celui-ci, un variant par exemple, qui vous dit que ces labos vont accepter d'investir des milliards pour trouver un vaccin ou un médicament qu'on va leur prendre aussitôt? Voilà, débat
compliqué. Voilà. Sauf si tu les finances avec l'argent public. Ouais, je vois que dans le chat, vous en discutez. C'est compliqué. En tout cas, ça vous fait beaucoup réagir. Donc, on est pris en otage par les labos. Ouais, ça, c'est le débat. Voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas créer des labos publics? C'est une bonne question. Je ne suis pas un spécialiste des questions sanitaires, mais je vois que certains disent, bah voilà, il faut que les labos soient publics. Nationaliser les labos. Alors ça, c'est une mesure vraiment de gauche. La nationalisation d'une entreprise privée, à part en France, à part François Mitterrand en 1980, ça n'a pas été fait souvent. Avec quel argent pose certains. Oh, ça mérite un sondage, parce que je vois que... bonjour tout le monde, salut Samuel, salut Sitou, merci de nous rejoindre. Je vois que ça crée un débat. Vous savez quoi, on va faire un sondage. Petit sondage là-dessus, parce que je vois que ça vous fait réagir. Ça, pour le coup, c'est vraiment un débat intéressant, c'est pas gratuit, c'est pas la polémique pour de la polémique, on est vraiment sur quelle solution on pourrait trouver. Alors, comment je vais vous présenter ça? Comment on peut présenter ça? Donc, la vraie question, c'est est-ce qu'il faut finalement faire tomber les brevets dans le domaine public? Ouais, mais et la solution, c'est ça. Il y a aussi la solution que vous disiez avec la solution, ça pourrait être des laboratoires publics. Alors, je sais. Quelle solution à la problématique qu'on vient de poser? Ça y est. Première. Laisser faire les labos privés. Ok, donc c'est laisser faire la situation actuelle. Bon, ça. Rappelons que parfois l'appât du gain est un moteur extrêmement puissant, voilà, et que c'est parfois l'appât du gain qui fait chercher. On est d'accord, dans une économie de marché. Si les laboratoires peuvent gagner beaucoup d'argent avec la recherche d'un traitement, ils vont le chercher vite, ils vont le chercher fort. On est d'accord? Donc laissez faire les labos. Ensuite, deuxième solution, faire tomber, on va dire privatiser les vaccins. On va dire rendre public. Alors les vaccins dans le domaine public. Donc on prend les droits des vaccins, on les fait tomber dans le domaine public. Là, ce fameux vaccin, ça rentre pas. Je résume ça, vaccin dans le domaine public. J'espère que ça rentre. Ça va être limite. Ah, ça mange pas. Non, dans le dom pub. Oh là là. Dans le domaine public. Ok. Créer des labos publics. Voilà. Donc là, j'ai 3 propositions différentes. On laisse faire les labos privés, en estimant que le marché fait correctement les choses et que la recherche du profit fait qu'on cherche vite et qu'on cherche fort. Autre solution, non, au contraire, on leur prend le résultat de leur recherche, comme il y a un intérêt national et même mondial, on fait tomber les vaccins dans le domaine public, au risque de créer un précédent et qu'après ils ne cherchent plus, créer des labos publics, 3e proposition, et je ne sais pas, vous avez le droit de ne pas savoir. 4e possibilité. C'est très imparfait, bien sûr, ce sondage, surtout sur une situation aussi compliquée. Mais voilà, en tout cas, ça peut peut-être éclairer un petit peu notre débat. Hop, le sondage est lancé, c'est le premier sondage de ce matin. Vous allez... Hop. Qu'est-ce qu'on a? C'est intéressant parce que c'est très partagé. Voilà. Vous êtes 1 millier à avoir voté déjà en quelques secondes. Et c'est très serré. Vous avez du 35-41, laissez faire les labos, 35%. Vous n'êtes que 8% à penser qu'en fait, il faut prendre aujourd'hui les vaccins et les faire tomber dans le domaine public, voilà, en privé finalement, les laboratoires privés. Que 8%. Et en même temps, peut-être que dans les 41% qui me répondent qu'il faut créer des labos publics, peut-être que, puisque vous ne pouvez voter que pour une des propositions, peut-être que certains d'entre vous seraient pour cette deuxième solution également. Et 17% à ne pas savoir. Voilà. C'est intéressant, vous voyez. Parce que vous êtes quand même un gros tiers à dire que non, il faut laisser faire le marché, comme disent les libéraux, que c'est parfois dans la recherche du profit qu'on arrive aux meilleurs résultats. Au contraire, non, il faut créer des labos publics. Voilà, mais alors ça implique un financement, 41%, et faire tomber les vaccins. Là, aujourd'hui, dans le domaine public, vous êtes 9% à me proposer cette solution. Quelqu'un me dit, Dexicarus, qui connaît sans doute le problème mieux que moi, Samuel, la France n'arrive déjà pas à financer la recherche publique, CNRS, universités, etc. Alors financer un laboratoire de développement, c'est un doux rêve. C'est vrai que ça... Voilà.
Tibbs 9, créer des labos publics, mais avec quel argent? Voilà, moi je ne suis pas un spécialiste, mais ça coûte peut-être beaucoup d'argent. Et à l'inverse, Denver 1835, qui cite un argument, les labos publics ça ne marche pas, dit ah oui, alors par contre subventionner le privé à coût de milliards d'argent public, ça marche. Peut-être, on l'a vu avec Sanofi. Bon, le débat est lancé. C'est pas moi dans mon petit rendez-vous d'actualité que je vais le trancher, mais on voit en tout cas que la question est intéressante. Le sondage vient de se terminer au bout de 2 minutes et c'est donc en tête la proposition créer des labos publics qui l'emporte avec 40%, suivi de très près par laisser faire les labos, 17%, je ne sais pas, et 9% faire tomber les vaccins dans le domaine public. Merci beaucoup d'avoir participé à ce sondage qui est intéressant et qui montre qu'il y a un gros débat sur cette question. Allez, on continue parce qu'il est 11h24 et à 11h55, je vous abandonne parce que j'ai un rendez-vous avec une journaliste de l'Obs pour parler de Twitch, puisque ce qu'on vit ensemble suscite beaucoup de curiosité de la part de mes confrères, donc j'enchaîne un peu les interviews, ce qui me prend un peu de temps, mais bon, hein, je n'avais qu'à pas me lancer. Vous voulez des bonnes nouvelles? J'ai les bonnes nouvelles. J'ai un dessin de gros dans l'UMA, dans la rubrique ça pique, hein. Une bonne nouvelle? Ben ouais, il y a quand même de bonnes nouvelles. Vous avez un monsieur qui est tout emmitouflé là, parce que pour cause de grand froid, et qui nous explique on va pouvoir conserver le vaccin Pfizer sur le balcon. le fameux vaccin qu'on doit conserver par moins 70 degrés au moins. Bon, ça, il va pouvoir le foutre sur le balcon. Bon. Un petit peu de sourire avec l'UMA. Bon, rapidement la une de l'opinion, qui soulève un truc intéressant. Je vous le résume à mort. Le titre de l'édito, c'est « Médecins contre pharmaciens, quelle mouche, les piques parce que vaccin ». Parce que les syndicats de médecins, ça ne veut pas dire tous les médecins, mais les syndicats de médecins disent « Dites donc, cette idée agitée par le gouvernement que les pharmaciens demain pourraient vacciner contre le Covid-19, notamment avec le fameux vaccin AstraZeneca, celui qui justement se transporte et se conditionne beaucoup plus facilement, notamment à des températures beaucoup moins froides, mais on veut pas de ça, nous, on veut pas de ça, et ça met un petit peu l'opinion en colère. On est en pleine course contre les variants et les vaccins. Comment ne pas déplorer l'attitude des syndicats de médecins qui ne trouvent rien de plus utile à proposer que d'empêcher les pharmaciens de piquer lorsque la population générale aura droit aux produits d'AstraZeneca. Les trop longues négociations bruxelloises, les ratés industriels, les excès de prudence du gouvernement face aux antivax, la bureaucratie ont déjà mis la France à la traîne de la vaccination. Le corporatisme médical donc, ne doit pas maintenant accentuer ce retard. Donc je ne sais pas si cette position des syndicats de médecins représente l'intégralité de la position des médecins en France, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage ce corporatisme-là. C'est une partie de l'activité, c'est une partie du chiffre d'affaires, c'est ça qui irait sur les pharmaciens? Dites donc, hein? Petit coup de gueule, à mon avis justifié, de l'opinion sur la question. C'est rien ce bruit, c'est les journaux qui sont tombés, rien du tout. On va être très vite aussi sur le Figaro, puisque cet angle il est très simple. Vous savez que hier a débuté l'examen du projet de loi climat, issu des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Je pense que vous connaissez ce débat. Alors ce qui est drôle, et c'est ce que souligne le Figaro, c'est qu'il est tellement critiqué ce texte. Il est critiqué par les écologistes, qui trouvent que le texte ne va pas assez loin en matière d'environnement. Il est critiqué par les entreprises, qui disent que le texte va beaucoup trop loin en matière de protection de l'environnement et qu'il y a plein de normes, de trucs pour les entreprises et qu'on n'a pas besoin de ça. C'est critiqué par la gauche, c'est critiqué par la droite, c'est critiqué par tout le monde. Peut-être que c'est un bon texte alors finalement s'il est critiqué comme ça par tout le monde. Ce que promet en tout cas le Figaro dans ce titre ici, le périlleux Paris vert de Macron, c'est que le débat au Parlement s'annonce âpre. Oh, je vous ai dit une bêtise d'ailleurs, parce que le débat au Parlement, il commence en mars. Je viens de vous dire, le débat vient de commencer à l'Assemblée. Non, le texte a été présenté hier en Conseil des ministres, autant pour moi. C'est juste la présentation du texte. Donc, on n'en est pas encore au débat du Parlement. Je corrige tout de suite l'erreur. On est sur un bon rythme. On va vite ce matin, c'est bien. Ça tombe bien parce que j'ai encore Libération avec mes plein de trucs à vous lire dans Libé. La Croix, plein de trucs à vous lire dans La Croix. L'équipe, on ira très vite. Oh, le pauvre Domenech, là. Erreur de casting, c'est chaud. Parce qu'il faut garder absolument du temps pour la tentation présidentielle d'Éric Zemmour, qui veut peut-être se présenter à la présidentielle.
Et pour Paris Match, Julien Clerc, les images de son bonheur avec Hélène. Bon, on va garder un petit peu de temps avec ça. 11h28, ça va, ça roule. Pourquoi vous rigolez? C'est Julien Clerc ou c'est Éric Zemmour qui veut se présenter? Qu'est-ce qui vous fait rire à la présidentielle? Bon, ça, c'est pas drôle du tout. C'est ce qui se passe dans les IEP, dans les Sciences Po, à Sciences Po Paris, dans les IEP de province. Regardez cette une de Libération qui claque quand même. Violence sexuelle, Sciences Po dans la tourmente. Ah oui, Julien Clerc, président, c'est une idée ça. Démission du directeur de l'établissement parisien, Sciences Po Paris, dans la foulée de l'affaire Duhamel. Il ne voulait pas au début, il disait non, mais moi j'ai rien à faire dans l'affaire Duhamel. L'affaire Duhamel, le politologue, Olivier Duhamel, le livre qui est sorti, les faits d'inceste, tout ça. Et puis on s'est rendu compte que beaucoup savaient dans son entourage, notamment le directeur de Sciences Po Paris, et puis il a fini par démissionner. Voilà. Et puis c'est pas tout, libération de la parole dans l'ensemble des IEP, l'école des élites, tremble sur ses fondations. Je me fie toujours avec ce terme d'élite, parce qu'il y a cette opposition en France entre le peuple et les élites, et puis parfois ça prend un petit peu des accents poujadistes. Est-ce que tous les élèves de Sciences Po, notamment des IEP de province, forment une élite, l'école des élites? Est-ce que... Et puis ce sont des écoles qui, notamment Sciences Po Paris, se sont ouverts aux jeunes venant de quartiers défavorisés ces dernières années. Donc, élite. Bon, en tout cas, il y a un souci. Est-ce qu'il y a des étudiants des IEP, de Sciences Po? IEP, ça veut dire Institut d'études politiques. Quelqu'un me pose la question dans le chat. IEP. Voilà. Il y a des étudiants de Sciences Po? Ok. Alors, vous êtes peut-être déjà au courant. Vous allez peut-être pouvoir me confirmer les accusations ici qui sont portées sur des faits individuels, sur des comportements de certains étudiants. Alors, c'est ça qui me gêne un peu dans cette approche. Il y a des agressions sexuelles, des affaires d'agression sexuelle, de viol même, qui ont été dénoncées sous un hashtag ces derniers jours. Sciencesport, hashtag Sciencesport, P-O-R-C-S, pas Sciences Po, hashtag Sciencesport. Alors, où est-ce qu'on est dans des comportements individuels, à condamner bien sûr, et où est-ce qu'on est dans un truc général qui décrédibilise des institutions et des écoles? C'est ça la frontière, je trouve, qui est dure à trouver. Je trouve que le sujet est un peu compliqué. Lisons l'analyse de Libération qui me pose question. Le saint des saints de la fabrique des élites, et c'est reparti, à la française, traverse sans doute l'une des plus graves crises de son histoire. Car si le cœur parisien du réacteur Sciences Po est touché à sa tête, c'est l'ensemble du réseau des IEP qui doit faire face à une vague dévastatrice de révélations de violences sexuelles. Un hashtag résume l'ampleur de la crise, hashtag Sciencesport. Bien sûr, des comportements individuels sont à l'origine de la tourmente. Mais, alors c'est le mais qui m'interpelle. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au mais? En tout cas pour Libération, mais si le sanctuaire de formation des élites, bon ça décidément il n'y en a que pour les élites, moi je ne suis pas sûr que ce soit le bon mot, mais bon. Mais si le sanctuaire de formation des élites est à ce point fragilisé, c'est aussi parce qu'un système, une identité collective faite d'entre-soi et d'une trop grande proximité avec le pouvoir les a rendus possibles. Moi je pense que dans son édito, Paul Quignot mélange deux choses. Libération écrit ici la démission du directeur de l'IEP de Paris, donc Sciences Po Paris, Frédéric Mion, qui avait fermé les yeux sur les accusations d'inceste visant Olivier Duhamel, le politologue, relance le débat sur l'entre-soi et l'opacité de la prestigieuse institution universitaire. Je suis d'accord que cette affaire-là pose la question de l'entre-soi, la question de est-ce que Frédéric Mion a en quelque sorte, et les gens autour de lui, protégé, couvert Olivier Duhamel au lieu de s'interroger, sinon de dénoncer ça. Donc oui, mais là dans son édito, Paul Quignot élargit en quelque sorte la situation aux IEP de province, d'accord? Et là, quand je lis un système, une identité collective faite d'entre-soi et d'une trop grande proximité avec le pouvoir les a rendus possibles, est-ce que c'est le fait d'être étudiant à Sciences Po en province par exemple qui pousse certains à commettre des agressions sexuelles et des viols? Je trouve que voilà, c'est un peu rapide. J'ai fait Sciences Po, ma mère était femme de salle et mon père mécanicien, me dit quelqu'un dans le chat. C'est ça que je veux dire. Voilà. Est-ce que parce que... Alors évidemment que je ne nie pas ici la reproduction sociale, ce qu'on appelle la reproduction sociale. On sait aujourd'hui que, depuis longtemps d'ailleurs, que sociologiquement, il y a une reproduction sociale, c'est-à-dire que la proportion d'élèves venant de milieux très favorisés est très importante dans les
dans les grandes écoles, d'accord. Mais ils ne sont pas seuls. Hein. Il y a des gens qui, uniquement grâce à la méritocratie, grâce à un système de bourse, par la qualité et l'importance de leur travail, arrivent aussi à ces écoles. Ce qui me gêne à un moment, c'est qu'on les désigne eux aussi, ceux qui ont beaucoup travaillé, qui ont réussi malgré une situation qui n'était pas économiquement et socialement favorable, ils ont réussi aussi. Et on les intègre à ce truc d'élite. C'est ça je trouve que ça manque un petit peu de finesse. Voilà. Les élites, c'est un peu inapproprié. Je pense qu'on peut venir de n'importe quel milieu pour réussir. Voilà. Donc c'est un débat qui nous emmène à Bourdieu, etc., qu'on va pas avoir le temps d'avoir ici. Mais je trouve que cette une de Libération, je trouve que le titre, il est un tout petit peu racoleur. Voilà. Et je trouve qu'on met ensemble plein de trucs. Voilà. Est-ce que des dérives... La question c'est, est-ce qu'il y a un climat à Sciences Po et dans les IEP de province? Est-ce qu'il y a un climat qui favorise ce genre d'actes déviants et délictuels? Est-ce qu'il y a un climat différent des autres écoles, différent des écoles de commerce, différent des écoles d'ingénieurs, différent des facultés? Est-ce que ce climat existe? Et si oui, alors il y a un problème, et Libé a raison de le dénoncer. Est-ce que ça n'est pas juste une somme d'errements individuels qu'on pourrait retrouver dans d'autres milieux? Vous voyez ce que je veux dire? Et dans ce cas-là, peut-être que l'édito est un petit peu trop général, quoi, trop attrape-tout. Je pose la question. Alors, je donne pas trop mon avis, mais parfois je me pose des questions quand même. Bon, des questions aussi, la Croix en a. En tout cas, je vois que ça, voilà, je vois que il y a bravo, parce que je vois beaucoup de modération et de propos intelligents dans le chat sur un sujet qui est compliqué, et je vous félicite. La Croix s'interroge sur une autre loi, pas la loi climat qu'on a évoquée là, le projet de loi climat, mais la loi sur le séparatisme, qui inquiète tous les croyants. Alors la Croix est dans son fonds de commerce, ici bien sûr, puisque la Croix est un journal chrétien, catholique à l'origine, et donc s'inquiète. Pourquoi? La plupart des cultes, pas seulement chrétiens, redoutent un contrôle accru de l'État sur leurs activités dans le cadre du projet de loi sur le séparatisme. Alors, la Croix a dit, oui bien sûr, il faut lutter contre les extrémismes, tous les extrémismes, notamment l'islamisme, mais est-ce que le filet de ce texte n'est pas trop large? Il redoute en fait davantage de contrôle, un arsenal législatif, plus de contrôle au niveau de l'organisation du financement des cultes, notamment catholiques, et il s'inquiète. Voilà. C'est ce que veut dire la Croix. Et puis au-delà de ça, l'édito de Dominique Greiner ce matin prend un petit peu de hauteur, et c'est assez intéressant. L'édito dit ceci. Je prends quelques secondes pour vous le lire, parce que je trouve ça assez intelligent. L'arsenal législatif mise en œuvre conduit à un plus grand contrôle de l'organisation et du financement des cultes, c'est ce que je vous disais. On comprend aisément les réticences des différentes traditions religieuses. Mais on peut aussi interroger l'esprit général du projet de loi, qui établit implicitement un lien direct entre religion et violence. Ce qui amène à considérer les religions avant tout comme des problèmes, mais jamais comme des ressources, éventuellement des ressources pour sortir de la violence. C'est l'une des raisons d'être de la réflexion théologique. Une religion, c'est pas un truc figé. Moi, je suis pas religieux, donc je peux défendre les religions. Je suis pas du tout religieux, moi. Je suis pas pratiquant. Mais moi, j'ai étudié un petit peu les religions, et je suis de ceux qui pensent que le message principal d'une religion, c'est un message d'amour. C'est une religion reliée aux autres. Alors le problème, c'est qu'évidemment, à travers les siècles, on a vu que l'homme aimait dévoyer ce message et en faire un message de violence, d'exclusion des autres, de haine, voire de mort. Ça, vous le savez autant que moi. Mais ce n'est pas le message originel des religions, en dehors même des églises. Et donc, la Croix défend un petit peu ce point de vue. C'est d'ailleurs une des raisons d'être de la réflexion théologique, protéger la foi contre tout ce qui peut la corrompre, parce que la foi parfois est corrompue. Mais face au fanatisme, rien ne peut justifier que l'on s'en prive d'une telle ressource intellectuelle. Face au fanatisme, la Croix dit, il n'y a pas que l'État, il n'y a pas que la loi. Peut-être que la religion peut aussi aider à la réflexion et à la lutte contre le fanatisme religieux. C'est pas inintéressant, c'est à lire dans la Croix. Il n'y a pas que de la religion dans la Croix, il y a aussi quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est trop triste. Je vous le dis très vite, c'est l'interrogation qui n'est pas nouvelle, mais qui est dans la Croix, c'est: est-ce que le virus du Covid-19 serait un virus saisonnier? Est-ce qu'on va le retrouver chaque année comme la grippe? C'est juste une interrogation, je ne vais pas aller plus loin. Elle est suffisamment stressante comme ça. En plus, l'article n'a pas la réponse, mais je voulais quand même l'évoquer, puisque c'est une question que se posent les scientifiques aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai un petit dessin. C'est quoi ce petit dessin?
Ok. Non, j'ai pas le temps, il est pas drôle. Par contre, j'ai un petit billet. Oh, ça c'est mignon, ça. Ça c'est mignon. Ah, sur la religion, sur la religion, j'ai lancé des trucs là. J'ai vraiment le don pour parler de ce qui fâche, moi. Mais en même temps, c'est ça l'actualité. C'est pas parce que j'essaie de créer un espace de réflexion un peu apaisé, ici, c'est un de mes objectifs, que je vais m'empêcher de parler des trucs qui fâchent. Parce que ce serait démissionner. Si je parle pas de racisme, si je parle pas de violence policière, si je parle pas d'islamisme, si je parle pas de religion, si je parle pas d'extrême droite, si je vous parle que de la météo et du sport, et encore le sport, ça peut rendre les gens fous, c'est trop facile, quoi. Donc moi, l'objectif ici, c'est d'évoquer l'actualité avec vous tous les matins, même l'actualité qui parfois sépare les hommes et les déchire, avec ce pari que je fais avec vous, que même quand on n'est pas d'accord, on peut en parler calmement. C'est un petit peu le pari que je fais. Et en général, ça marche plutôt bien. Même les sangliers. Ouais, même les sangliers. Même les sangliers. Je fais mon possible. On va sourire avec Alain Raymond, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui signe un billet d'humeur chaque jour dans la Croix, qui écrit souvent des choses très drôles. Et c'est pas drôle, c'est pas facile d'écrire des choses très drôles tous les jours. L'arme absolue contre le Covid. Je vous lis ce petit article qui est super mignon. Devenu, nous tous, grâce à une formation accélérée, spécialiste en épidémiologie, en infectiologie, en pneumologie, en vaccinologie, on est tous des spécialistes maintenant, hein, vous savez, nous voilà tous imbattables sur les caractéristiques et surtout les performances des différents vaccins. On sait tous que tel vaccin c'est X% d'efficacité, tel autre X% sur les jeunes, sur les personnes âgées, etc. On sait tout ça. Mais, écrit Alain Raymond, c'est là que ça devient sympa, nous ignorions les surprenantes performances d'un anti-Covid qui écrase tous les autres et donc curieusement personne ne parle. Heureusement, grâce à une pleine page de publicité que j'ai sous les yeux, ce voile d'ignorance vient d'être levé. Que vient de découvrir Alain Raymond? Il s'agit, tenez-vous bien et écoutez bien, du carrelage en céramique Advance. Non, c'est pas la chloroquine, c'est le carrelage en céramique Advance. Il est écrit, c'est Alain Raymond, il est tombé sur une pub, Alain Raymond. C'est écrit dans la pub, noir sur blanc, Advance, de carrelage qui combat le coronavirus. C'est vrai, je l'ai vu la pub. C'est vrai. Comment ça? Grâce à ses propriétés antibactériennes et antipolluantes. Bon, on va le trouver. J'ai vu la pub. Est-ce que je vais trouver sur Internet? Oh, il y a tellement de soleil derrière moi, je vois plus mes écrans. Hop. Ou alors c'est l'âge. Alors, c'est quoi? C'est un carrelage? Carrelage. Advance. Je l'ai vu, la pub, elle est surréaliste. En fait, il n'y a pas besoin de vaccin, on a trouvé en fait, il y en a plein de publicités. Ah bah, je vais taper coronavirus. Pourquoi chercher un vaccin alors qu'on a le carrelage? Je l'ai, la pub. Je l'ai. Yes. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Parce que c'est chaud, hein? Advance, le carrelage qui combat le coronavirus et les bactéries, c'est tout. Voilà, on carrelle toute sa maison, me dit Adré Anor dans le chat. C'est un vrai truc, hein. C'est pas le Gorafi, hein. C'est une vraie pub d'une vraie société. C'est le carrelage qui combat le coronavirus. Voilà. Puis il y a des chiffres. Alors, regardez. Après 6 heures d'exposition à la lumière, donc il faut pas que ce soit une pièce dans le noir, hein. Advance supprime 100% des coronavirus, variants, anglais, brésiliens, même pas peur. Et après 15 minutes seulement, l'efficacité est de 90%. Donc là, on bat tous les vaccins du monde. Et ainsi de suite. Bon, alors ça fait beaucoup rire Alain Raymond, donc qui poursuit. J'ai adoré ce petit billet. Comment ça? Alors, grâce à ses propriétés antibactériennes et antipolluantes, les performances, je viens de les évoquer. Voilà. Et Alain Raymond se dit, alors qu'il faut attendre des semaines pour des vaccins classiques. Alain Raymond se dit, qu'est-ce qu'on va chercher des médicaments et des vaccins alors qu'on a, je vous le remets pour le plaisir, voilà. Peut-être que certains vont carreler toute leur maison, hein, sol, plafond, mur, voilà. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire je sais pas. Mais en même temps, si, c'est peut-être un truc antiseptique. Quand vous passez des lingettes comment on dit? Bref, les lingettes que j'utilise au boulot pour nettoyer les souris, les claviers, des trucs quand on prend les postes, là. Voilà. Non, c'est pas Pascal Pro sur la photo, non. Voilà. Et quand on passe le bactérienne, merci. Quand on nettoie tout, là, quand on se lave les mains, c'est ça qu'on fait, hein. On supprime les virus, c'est ça. Donc, ça se trouve, c'est juste
un revêtement, voilà. Mais c'est vrai que Alain Raymond a raison de se moquer parce que c'est bizarre quand même, c'est un peu bizarre d'en faire un argument publicitaire. Voilà, c'était la croix, il y avait plein de choses. Compatissons avec cet homme. Hop. Compatissons avec cet homme. Ouais, on va aller à l'Express. Quelle heure il est? 44, ça va, on va aller à l'Express. Ah, vous voulez le lire à l'Express. Bon, on y arrive. Compatissons un instant. Faisons 10 secondes de silence pour Raymond Domenech. C'est parti. Eh bah ouais, quand même, quoi. Parce que bon, c'est une chose d'être remercié du FC Nantes. C'était son premier club depuis. Il n'avait pas entraîné de club depuis déjà la sélection des Bleus et même avant. Donc ça faisait super longtemps qu'il n'avait pas entraîné un club, Raymond Domenech. Donc là, imaginez quoi. Raymond Domenech, on lui propose d'entraîner le FC Nantes, club de Ligue 1, quoi. Mais c'était tough, il attendait ça depuis super longtemps, quoi. Voilà. Et il est remercié. Et puis il lit l'équipe ce matin. L'erreur de casting. C'est trop chaud comme titre, c'est dur quand même. Raymond Domenech sera resté plus de 30 ans sans entraîner un club pour s'offrir un ultime moment de bravoure qui n'aura pas duré le temps d'un hiver. C'est chaud. Alors, ce qui est chaud, c'est les chiffres aussi. 46 jours, 7 matchs, 0 victoire. Alors, je reviens sur le carrelage. Il y a Anon Humus qui m'écrit le carrelage. Ce carrelage, il s'est renseigné, réduit la pollution atmosphérique aussi apparemment, et il ramène l'être aimé aussi quand il est parti de la maison. Voilà, donc il est vraiment bien ce carrelage. 46 jours, 7 matchs, 0 victoire. Raymond Domenech n'est déjà plus entraîneur du FC Nantes. 7 matchs, 0 victoire. Bon, c'est chaud quoi. Allez. Ouais, il a juste fait un stage. Oh, c'est super dur. Si, j'ai une réunion. J'ai une réunion dans 15 minutes. Ah bah oui, d'ailleurs, ça y est, ça a sonné. Vous l'avez entendu la sonnette là? Ouais, ça a sonné. J'ai mon rendez-vous en 15 minutes. On est encore 10 minutes ensemble. Voilà, je suis sur un bon rythme là. Ouais, encore en Zoom. Ouais, c'est pour parler qu'une journaliste de l'Obs, pour parler de vous. Alors tenez-vous bien. Hein. Ah. Certains sont là depuis 1h45 juste pour ça. Pour savoir. Non, il est là. Quelqu'un me dit, déjà parlé de Zemmour, j'ai raté. Non, c'est là. Je voulais garder pour la fin. La tentation présidentielle. Éric Zemmour, qu'est-ce que c'est que ça? Ce matin, j'ouvre les journaux, j'ouvre les papiers, tout ça. Et je lis la tentation présidentielle. Je me dis, mais c'est Éric Zemmour. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors, lisons. Alors, Ah, quelqu'un vient me voir. Excusez-moi, c'est la famille. Oui, ma puce. Tu vas commander un tacos. Un tacos, un taxi ou un tacos, un truc mexicain? Non, moi ça va, mais je prendrais des céréales. Coucou Sol, ma puce. Tu veux des frites ou autre chose? Des frites, non. Ça va. Non, rien. C'est gentil, c'est vrai. Coucou. Excusez-moi, c'est la famille, c'est plus important qu'Éric Zemmour. C'est mon deuxième, il a presque 1 an. C'est le garçon le plus souriant de la Terre, il sourit depuis qu'il est né. Quel kiff. Ça va? Oh mon grand. Il est content. Ça va? Tout va bien? Ça va? Non, c'est gentil, c'est adorable, je ne vais pas manger. Excusez-moi. Hein, c'est plus important. L'actualité, c'est important, mais qu'est-ce que je prends non, moi. Hélène, c'est trop une junk food girl, quoi. Elle mange que des trucs, des hamburgers, des tacos, des trucs. Elle mange que des trucs comme ça, quoi. Des pizzas, et elle est comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'elle peut manger ce qu'elle veut. Et elle mange super mal. C'est vraiment la junk food à la maison. Depuis toujours. Et elle est comme ça. C'est trop injuste, la vie. Il y a un des trucs qui m'a fait craquer chez Hélène. Je l'ai rencontré au boulot il y a très longtemps. Et puis on va à la cantine de France Télévisions. On était potes à l'époque. Donc on n'est pas du tout dans un truc romantique. Mais on était potes avant d'être amoureux. Et on va à la cantine de France Télévisions. Elle prend une pizza 4 fromages le midi. Moi, une meuf qui prend une pizza 4 fromages à la cantine le midi, moi je dis respect. En général, c'est, vous savez, la petite salade verte avec les 2 tomates. Et non, ça va aller, merci, je fais attention. Donc là, c'est pizza 4 fromages. Je me dis, mais respect, meuf. Et là, je commence à être intrigué. Et là, elle prend un tube de mayonnaise sur la table et elle met de la mayo sur sa pizza 4 fromages. Je vous jure que c'est vrai. Devant moi. Okay. Je me dis, mais meuf, t'es qui, quoi? Mais t'es inouï, toi. Et là, je me suis dit, cette fille n'est pas comme les autres. Voilà. Elle s'est tapée sa pizza 4 fromages avec de la mayo, et je peux vous dire qu'elle est comme ça, quoi. Voilà. Voilà. Bon. Et alors, c'est pas une pizza ananas, hein.
Pizza mayo. Et là, je me suis dit, cette fille est différente, elle n'est pas comme les autres. J'ai un peu creusé le dossier et puis j'ai fini par en tomber amoureux, notamment pour cette raison. Allez, arrête, trêve de... Oh là, 48, je me dépêche. On parle d'Éric Zemmour. Au début, j'ai cru à une un petit peu, vous savez, putaclic, comme on dit pour certains articles sur Internet. Le truc est genre un petit peu, il n'y avait pas grand-chose dedans. Bah si, l'Express a enquêté pendant plusieurs mois. L'Express a enquêté pendant 3 mois sur cette histoire. Éric Zemmour, la tentation présidentielle. L'éditorialiste candidat à l'Élysée en 2022. L'éditorialiste candidat à l'Élysée en 2022. Pendant 3 mois, l'Express a enquêté sur ses visées politiques. Ce qui n'était qu'un fantasme il y a quelque temps devient une réalité récit. Truc de dingue. Mercredi 20 janvier sur le plateau de Paris Première. Éric Zemmour minaude. Bras croisés, sourire aux lèvres. Il écoute un autre indéboulonnable du PAF, Alain Duhamel. Pas Olivier Duhamel, hein, dont on parlait. Alain Duhamel, le journaliste, rien à voir. Expliquer pourquoi l'éditorialiste serait arrangé dans la catégorie des présidentiables. Duhamel dit « Éric Zemmour est à la fois un journaliste et un homme politique. Et comme homme public, il y a des gens qui souhaitent le voir à la présidentielle. Il va peut-être nous dire s'il le souhaite ou pas. » Et Zemmour répond « C'est pas ici et aujourd'hui que je vais le dire. » C'était le 20 janvier. Anaïs Bouton, la présentatrice de l'émission. Vous dites pas non? Zemmour répond « Ce n'est pas une réponse que je vais donner dès maintenant. » La veille, sur le plateau de Face à l'info, sur CNews, c'est son émission là, égrenant ses propositions pour doper la natalité française, c'est une de ses marottes. Alors préférence nationale pour les allocations familiales, suppression du droit du sol, aide ciblée sur les 2e et 3e enfants. C'est drôle, ça rappelle le programme d'un autre parti, ça. Pour, je cite, ne plus financer ces énormes familles de 7 ou 8 enfants qui sont parfois polygames. Bah là, bon, là, ça me rappelle définitivement un autre parti. Donc il raconte tout ça sur CNews, et en fait, ça ressemblait à un programme, en fait, plus qu'à une analyse. Voilà. Depuis quelque temps, même ses amis se demandent à quoi joue l'essayiste de 62 ans, devenu polémiste et idéologue, qui réunit chaque soir près de 800 000 téléspectateurs. Il y a du monde à regarder Zemmour. Cherche-t-il simplement à susciter le désir ou envisage-t-il sérieusement à se jeter dans l'arène politique? Certains proches ont noté un changement ces derniers mois, à mesure qu'approche l'élection présidentielle, comme si la perspective de l'échéance reine de la vie politique se réveillait chez lui. Eh bien, l'envie de mesurer sa légitimité dans les urnes n'est pas seulement dans les courbes des audiences et des ventes de livres. À chaque fois aujourd'hui qu'il croise un ami ou une connaissance, Éric Zemmour pose désormais la question franchement « à ma place, que ferais-tu pour la présidentielle ?» Il y a plein d'éléments comme ça. Je regarde l'heure 51, ça va dans les temps. Un autre exemple, Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France, ex-LR, il a quitté le parti LR, mais il est toujours à droite. Xavier Bertrand a été frappé de découvrir lors d'un déjeuner en terrasse, ça devait être un petit moment, parce que ça fait un petit moment qu'il n'y a pas de déjeuner en terrasse, que l'éditorialiste prenait plaisir à être reconnu, salué par les passants. Un truc s'est produit chez ce type si intelligent, dit Xavier Bertrand, c'est donc le président des Hauts-de-France, qui en est désormais persuadé. Zemmour a une idée derrière la tête, sinon pourquoi se soucierait-il autant du regard des autres? 1 page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages, 6 pages, 7 pages, 8 pages, 3 mois d'enquête. Donc c'est pas des cracks, c'est-à-dire que l'Express a vraiment le sentiment que Éric Zemmour, il pense très sérieusement. Je lis ces dernières lignes à la fin de la 8e page. Alors le journal s'interroge. Trouve-t-on dans l'histoire des exemples de personnalités ayant percé rapidement sur ce créneau nationaliste ou réactionnaire? Et la journaliste Camille Vigogne-Le Couat répond « En matière d'émergence éclair, pour ceux qui connaissent bien l'histoire le savent, on pourrait citer le général Boulanger à la fin du 19e et bien sûr Pierre Poujade dans les années 50. On en a parlé ici de Pierre Poujade il n'y en a pas très longtemps. Ils ne furent que des feux de paille. Cela dit, le temps politique s'accélère. Qui aurait imaginé en 2012 qu'Emmanuel Macron serait le président de 2017 debout sur les ruines du PS et de LR? La tentation présidentielle. Au début, je me suis dit, c'est quoi ce gag? Et on lit le dossier et on se dit que M. Zemmour y pense peut-être. Voilà. Allez, on finit sur un truc beaucoup plus léger. Paris Match. Alors ça, c'est des trucs mignons. Paris Match aime bien proposer à des stars. Bon, Julien Clerc, il sort un nouvel album, là, je crois, demain, c'est pour ça. Un petit peu d'ouvrir leur maison, de montrer un petit peu leur intérieur, tout ça. Donc là, il est avec Hélène. Alors c'est drôle parce que, je raconte encore ma vie,
quand l'aventure Question pour un champion a commencé pour moi il y a 5 ans, Paris Match m'a proposé de faire ce genre de truc. C'est pas sa fille, vous êtes con. Ça fait 18 ans qu'ils sont ensemble les deux là. Arrêtez, soyez gentils un petit peu. C'est l'amour. L'amour, il n'y a pas de règle. Donc moi, 5 ans déjà, Question pour un champion. On m'a proposé, un peu après, quand il y avait plein d'articles sur moi, il va pas y arriver à remplacer Julien Lepers. Puis en fait, si. On m'a proposé de faire ça. Genre, vous savez, elles sont où les photos? Voilà, faire ça. Voilà. Alors, c'est toujours des photos super naturelles. Regardez, je kiffe ces sujets. Regardez, la photo super naturelle. Mais vous pensez qu'au quotidien, ils font ça, que Hélène, elle se vautre sur le piano pour écouter Julien avec les yeux comme ça, les yeux de biche, et Julien qui la regarde. Tu vois, là, il est en train de composer, là, il est en train d'écrire un album en entier, là, de la main droite à la cool, genre, tiens Hélène, qu'est-ce que tu penses de cette chanson? Tu m'inspires tellement, mon amour. Bon, ça n'est pas la vie, ça, même chez les artistes. Donc c'est tellement pas naturel, ça me fait rire, voilà. Et il y en a plein comme ça, voilà. Bon, voilà. Alors, lui, voilà, il est là, il sourit, et puis c'est marrant parce que lui, il regarde le photographe, puis elle le regarde lui, toujours. Ah, pas là. Non, je suis mauvaise langue. Voilà. Et donc c'est des photos pas naturelles, et c'est ça qui est drôle. Ah, regarde, hop, encore Julien qui regarde le photographe, et Hélène qui regarde Julien. Voilà, c'est l'amour. Bon, je me moque, mais c'est une très belle histoire. Ils sont ensemble depuis 18 ans, malgré une vraie différence d'âge. Il est 55, on se dépêche, je vous laisse. Donc c'est une très belle histoire, mais ce qui est drôle, c'est ces photos qui sont pas trop naturelles. Celle du piano, elle est quand même hallucinante. Voilà. La différence d'âge, on s'en fout. Et franchement, l'amour, il y a zéro règle, quoi, d'accord? Et puis, moi, on me l'a proposé de faire ce truc-là, il y a 5 ans, avec des photos pas naturelles en famille, avec mon Hélène à moi et tout ça. Je dis non, quoi, parce que je n'ai pas du tout envie d'exposer ma vie familiale, les pauvres, quoi. 55, c'est terminé. Ah, ce timing parfait, les amis. 55, j'ai rendez-vous à midi, un Zoom avec une journaliste de l'Obs. Voilà, et donc pour une fois, je suis à l'heure, c'est cool. Hein. Alors, je suis content, on n'a pas été trop dérangé par la technique. On a eu un tout petit crash au début. Et puis c'est revenu au bout de 30 secondes. Voilà. Et vous êtes vachement nombreux, je ne savais pas que vous étiez si nombreux. 13 300, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais vous souhaiter une belle journée. Je vais vous remercier d'avoir été là. Je vais vous remercier pour la qualité des échanges que j'ai vus dans le chat. J'ai pas le temps de chanter. On est trop juste pour chanter Julien Clerc. Demain, promis, je chante une chanson. Demain. N'hésitez pas à suivre cette chaîne. Vous ne pouvez pas vous abonner pour l'instant. Mais vous pouvez suivre cette chaîne. Comme ça, quand je stream, notification et vous êtes prévenu du truc. Vous pouvez également suivre mon compte Twitter, n'hésitez pas. Parce que c'est sur Twitter que j'annonce quand je stream, quel jour, quelle heure, c'est bien pratique. Merci à tous, prenez bien soin de vous. Et vous savez quoi? On va aller voir un collègue, streamer. Faites-moi des propositions. Qui on pourrait streamer? Hein? Raider plutôt. Alors attendez. Un petit raid, c'est aller voir un... Ça va trop vite. C'est aller voir un autre streamer, vous inviter à découvrir un autre streamer, voilà. Ouais, d'accord, mais il y a plein de gens que je connais déjà beaucoup. Oh, ça va trop vite. Attends, je vais ralentir le chat. Alors, ouais. Des filles, hein. Alors, Jill, j'ai déjà fait un raid chez Jill. Ouais. Donnez-moi les filles. Des petits streamers, hein. C'est quoi ça? C'est qui? Je regarde, hein. Désolé, je suis un peu long, mais je regarde un petit peu parce que je connais pas tous les streamers. Ouais, un petit streamer, ouais, un petit streamer. Bah oui, mais Jill, je l'ai déjà raidé. Jill. Ouais. Je regarde, hein. J'ai trouvé. Je vais te retard mon rendez-vous, c'est pas grave. Enfin, presque pas en retard. Ah, je vois un nom. Ouais, je regarde ça. Désolé, hein. Ah. Ok, j'ai trouvé une fille. Paf, les amis, je vous mets un petit peu de musique. Je vous dis au revoir, prenez bien soin de vous. Découvrez un nouvel univers dans un instant grâce au raid. Et merci encore d'avoir passé ce moment avec moi, c'était cool. Et je vous donne rendez-vous le plus vite possible. Je vous tiens au courant sur Twitter un petit peu
de musique pour vous et je vous envoie chez quelqu'un dans quelques secondes. Bonne journée à tous, merci pour tout.